L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Chapitre 1. Le vieux loup de mer de l'amiral Benbow. C'est sur les instances de monsieur le chevalier Trelawney, du docteur Livesey et de tous ces messieurs en général que je me suis décidé à mettre par écrit tout ce que je sais concernant l'île au trésor, depuis A jusqu'à Z, sans rien excepter que la position de l'île, et cela uniquement parce qu'il s'y trouve toujours une partie du trésor. Je prends donc la plume en ces temps de grâce 1700 et commence mon récit à l'époque où mon père tenait l'auberge de l'amiral Benbow. En ce jour où le vieux marin au visage basané et balafré d'un coup de sabre vint prendre gîte sous notre toit. Je me le rappelle comme si c'était hier. Il arriva d'un pas lourd à la porte de l'auberge, suivi de sa cantine charriée sur une brouette. C'était un grand gaillard solide, aux cheveux très bruns tordus en une queue poisseuse qui retombait sur le collet d'un habit bleu malpropre. Il avait les mains couturées de cicatrices, les ongles noirs et déchiquetés, et la balafre du coup de sabre d'un blanc sale et livide s'étalait en travers de sa joue. Tout en sifflotant, il parcourut la crique du regard, puis de sa vieille voix stridente et chevrotante qu'avaient rythmé et cassé les manœuvres du cabestan, il entonna cette antique rengaine de matelot qu'il devait nous chanter si souvent par la suite. Nous étions 15 sur le coffre du mort, yo yo et une bouteille de rhum. Après quoi, de son bâton une sorte d'anspecte, il heurta contre la porte et à mon père qui s'empressait, commanda brutalement un verre de rhum. Aussitôt servi, il le but posément et le dégusta en connaisseur, sans cesser d'examiner tour à tour les falaises de notre enseigne. « Voilà une crique commode, dit-il à la fin, et un cabaret agréablement situé. Beaucoup de clientèle, camarade ?» Mon père lui répondit négativement. « Oh, très peu de clientèle. » Si peu que c'en était désolant. « Eh bien alors, reprit-il, je n'ai plus qu'à acheter l'ancre. »« Hé, l'ami !» cria-t-il à l'homme qui poussait la brouette. « Accostez ici et aidez à monter mon coffre. Je resterai ici quelque temps, continua-t-il. Je suis pas difficile. Du rhum et des œufs au lard. Il m'en faut pas plus. Et cette pointe là-haut pour regarder passer les bateaux. Comment vous pourriez m'appeler ? Vous pourriez m'appeler capitaine. Ah, je vois ce qui vous inquiète. Tenez. Et il jeta sur le comptoir 3 ou 4 pièces d'or. Vous me direz quand j'aurai tout dépensé, fit-il l'air hautain comme un capitaine de vaisseau. Et à la vérité, en dépit de ses piètres effets et de son rude langage, il n'avait pas du tout l'air d'un homme qui avait navigué à l'avant. On l'eût pris plutôt pour un second, ou pour un capitaine qui ne souffre pas la désobéissance. L'homme à la brouette nous raconta que la malle-poste l'avait déposé la veille au Royal George, et qu'il s'était informé des auberges qu'on trouvait le long de la côte. On lui avait dit du bien de la nôtre. Je suppose, pour son isolement, il avait choisi comme gîte. Et ce fut là tout ce que nous apprîmes de notre hôte. Il était ordinairement très taciturne. Tout le jour, il rôdait aux alentours de la baie ou sur les falaises, muni d'une lunette d'approche en cuivre. Toute la soirée, il restait dans un coin de la salle, auprès du feu, à boire des grogs au rhum très fort. La plupart du temps, il ne répondait pas quand on s'adressait à lui. Mais vous regardez brusquement d'un air féroce, en soufflant par le nez telle une corne d'alarme. Ainsi, tout comme ceux qui fréquentaient notre maison, nous apprîmes vite à le laisser tranquille. Chaque jour, quand il rentrait de sa promenade, il s'informait s'il était passé des gens de mer quelconques sur la route. Au début, nous crûmes qu'il nous posait cette question parce que la société de ses pareils lui manquait, mais à la longue, nous nous aperçûmes qu'il préférait les éviter. Quand un marin s'arrêtait à l'amiral Benbow, comme faisaient parfois ceux qui gagnaient Bristol par la route de la côte, il examinait à travers le rideau de la porte avant de pénétrer dans la salle, et, tant que le marin était là, il ne manquait jamais de rester muet comme une carpe. Mais pour moi, il n'y avait pas de mystère dans cette conduite, car je participais en quelque sorte à ses craintes. Un jour, me prenant à part, il m'avait promis une pièce de 10 sous à chaque premier de mois si je voulais veiller au grain, et le prévenir dès l'instant où paraîtrait un homme de mer à une jambe.
Le plus souvent, lorsque venait le 1er du mois et que je réclamais mon salaire au capitaine, il se contentait de souffler par le nez et de me foudroyer du regard. Mais la semaine n'était pas écoulée qu'il se ravisait et me remettait ponctuellement mes 10 sous, en me réitérant l'ordre de veiller à l'homme de mer à une jambe. Si ce personnage hantait mes songes, il est inutile de le dire. Par les nuits de tempête où le vent secouait la maison par les 4 coins tandis que le ressac mugissait dans la crique et contre les falaises, il m'apparaissait sous 1000 formes diverses et avec 1000 physionomies diaboliques. Tantôt la jobe lui manquait depuis le genou, tantôt dès la hanche, d'autres fois c'était un monstre qui n'avait jamais possédé qu'une seule jambe située au milieu de son corps. Le pire de mes cauchemars était de le voir s'élancer par bonds et me poursuivre à travers champs. Et somme toute, ces abominables imaginations me faisaient payer bien cher mes 10 sous mensuels. Mais en dépit de la terreur que m'inspirait l'homme de la mer à une jambe, j'avais beaucoup moins peur du capitaine en personne que tous les autres qui le connaissaient. À certains soirs, il buvait du grog beaucoup plus qu'il n'en pouvait supporter, et ces jours-là, il s'attardait parfois à chanter ces sinistres et farouches vieilles complaintes de matelots, sans souci de personne. Mais d'autres fois, il commandait une tournée générale et obligeait l'assistance intimidée à ouïr des récits ou à reprendre en chœur des refrains. Souvent, j'ai entendu la maison retentir du « Yo, yo, et une bouteille de rhum !» alors que tous ses voisins l'accompagnaient à qui mieux pouvaient éviter ses observations. Car c'était durant ces accès l'homme le plus tyrannique du monde. Il claquait de la main sur la table pour exiger le silence. Il se mettait en fureur à cause d'une question, ou voire même si l'on n'en posait point, car il jugeait par là qu'on ne le suivait pas dans son récit. Et il n'admettait point que personne quittât l'auberge avant que lui-même, ivre-mort, se fût traîné jusqu'à son lit. Ce qui effrayait surtout le monde, c'était ces histoires. Histoires épouvantables, où il n'était question que d'hommes pendus ou jetés à l'eau, de tempêtes de mer et des îles de la Tortue, et d'affreux exploits au pays de l'Amérique espagnole. De son propre aveu, il devait avoir vécu parmi les pires sacripants auxquels Dieu permit jamais de naviguer. Et le langage qu'il employait dans ses récits scandalisait nos braves paysans, presque à l'égal des forfaits qu'il narrait. Mon père ne cessait de dire qu'il causerait la ruine de l'auberge, car les gens refuseraient bientôt de venir s'y faire tyranniser et humilier pour aller ensuite trembler dans leur lit. Mais je croirais plus volontiers que son séjour nous était profitable. Sur le moment, les gens avaient peur, mais à la réflexion, ils ne s'en plaignaient pas, car c'était une fameuse distraction dans la morne routine villageoise. Il y eut même une coterie de jeunes gens qui affectèrent de l'admirer, l'appelant un vrai loup de mer, un authentique vieux flambard, et autres noms semblables, ajoutant que c'étaient les hommes de cette trempe qui font l'Angleterre redoutable sur mer. Dans un sens, à la vérité, il nous acheminait vers la ruine, car il ne s'en allait toujours pas. Des semaines s'écoulèrent, puis des mois, et la compte était depuis longtemps épuisée sans que mon père trouvât jamais le courage de lui réclamer le complément. Lorsqu'il y faisait la moindre allusion, le capitaine soufflait par le nez avec un bruit tel qu'on eût dit un rugissement et foudroyait du regard mon pauvre père qui s'empressait de quitter la salle. Je l'ai vu se tordre les mains après l'une de ces rebuffades, et je ne doute pas que le souci et l'effroi où il vivait hâtèrent de beaucoup sa femme malheureuse et anticipée. De tout le temps qu'il logea chez nous, à part quelques paires de bas qu'il acheta d'un colporteur, le capitaine ne renouvela en rien sa toilette. L'un des coins de sa tricorne s'étant cassé, il la laissa pendre depuis lors, bien que celui fût d'une grande gêne par temps venteux. Je revois l'aspect de son habit, qu'il a rafistolé lui-même dans sa chambre de l'étage, et qui, dès avant la fin, n'était plus que pièce. Jamais il n'écrivit ni ne reçut une lettre, et il ne parlait jamais à personne qu'aux gens du voisinage, et cela même presque uniquement lorsqu'il était ivre de rhum. Son grand coffre de marin, nul d'entre nous ne l'avait jamais vu ouvert. On ne lui résista qu'une seule fois, et ce fut dans les derniers temps, alors que mon pauvre père était déjà gravement atteint de la phtisie qui devait l'emporter. Le docteur Livesey, venu vers la fin de l'après-midi pour visiter son patient, accepta que ma mère lui servît un morceau à manger, puis en attendant que son cheval fût ramené du hameau, car nous n'avions pas d'écurie au vieux Benbow. Il s'en alla fumer une pipe dans la salle. Je l'y suivis, et je m'en rappelle encore le contraste frappant que faisait le docteur,
bien mis et allègre, à la perruque poudrée à blanc, aux yeux noirs et vifs, au maintien distingué avec les paysans rustaux, et surtout avec notre sale et blême épouvantail de pirate, avachi dans l'ivresse et les coudes sur la table. Soudain il se mit, je parle du capitaine, à entonner son sempiternel refrain. Nous étions 15 sur le coffre de la mort, yo yo et une bouteille de rhum. La boisson et le diable ont expédié les autres, yo yo et une bouteille de rhum. Au début, j'avais cru que le coffre du mort était sa grande cantine de là-haut, dans la chambre de devant, et cette imagination s'était amalgamée dans mes cauchemars avec celle de l'homme de mer à une jambe. Mais à cette époque, nous avions depuis longtemps cessé de faire aucune attention au refrain. Il n'était nouveau ce soir-là que pour le seul docteur Livesey, et je m'aperçus qu'il produisait sur lui un effet rien moins qu'agréable, car le docteur leva un instant les yeux avec une véritable irritation, avant de continuer à entretenir le vieux Taylor, le jardinier, d'un nouveau traitement pour ses rhumatismes. Cependant, le capitaine s'excitait peu à peu à sa propre musique, et il finit par claquer de la main sur la table, d'une manière que nous connaissons tous et qui exigeait le silence. Aussitôt chacun se tut, sauf le docteur Livesey, qui poursuivit comme devant d'une voix claire et courtoise, en tirant une forte bouffée de sa pipe, tous les 2 ou 3 mots. Le capitaine le dévisagea un instant avec courroux, fit claquer de nouveau sa main, puis le toisa d'un air farouche, et enfin lança un vil et grossier juron. « Silence là-bas, dans l'entrepont !»« Est-ce à moi que ce discours s'adresse, monsieur ?» fit le docteur. Et quand le butor lui eut déclaré avec un nouveau juron qu'il en était ainsi, « Je n'ai qu'une chose à vous dire, monsieur, » répliqua le docteur. « C'est que si vous continuez à boire du rhum de la sorte, le monde sera vite débarrassé d'un très ignoble gredin. » La fureur du vieux drôle fut terrible. Il se dressa d'un bond, tira un coutelas de marin qu'il ouvrit, et le balança sur la main ouverte, s'apprêta à clouer au mur le docteur. Celui-ci ne broncha point. Il continua de lui parler comme précédemment, par-dessus l'épaule, et du même ton, un peu plus élevé peut-être, pour que toute la salle entendît, mais parfaitement calme et posé. « Si vous ne remettez à l'instant ce couteau dans votre poche, je vous jure sur mon honneur que vous serez pendu aux prochaines assises. » Ils se mesurèrent du regard. Mais le capitaine céda bientôt, remit à son arme et se rassit en grondant comme un chien battu. « Et maintenant, monsieur, continua le docteur, sachant désormais qu'il y a un tel personnage dans ma circonscription, vous pouvez compter que j'aurai l'œil sur vous nuit et jour. Je ne suis pas seulement médecin, je suis aussi magistrat. Et s'il m'arrive la moindre plainte contre vous, fût-ce pour un esclandre comme celui de ce soir, je prendrai les mesures efficaces pour vous faire arrêter et expulser du pays. Vous voilà prévenu. » Peu après, on amenait à la porte le cheval du docteur Livesey, et celui-ci s'en alla. Mais le capitaine se tint tranquille pour cette soirée-là, et nombre de suivantes. Chapitre 2, où Chien Noir fait une brève apparition. L'hiver est glacial cette année-là. Le père de Jim s'affaiblit de jour en jour. Dans cette épreuve, le jeune garçon donne le meilleur de lui-même pour seconder sa mère à l'auberge de l'amiral Benbow. Un matin de janvier, le capitaine est descendu vers la grève. Un homme arrive à l'auberge, effrayant, 2 doigts amputés à la main gauche. L'inconnu demande un certain Bill, dont la description correspond trait pour trait à celle du capitaine. À son retour, ce dernier reconnaît Chien Noir. Les 2 hommes qui ont à parler ne s'apprécient guère. Jim est écarté d'une conversation dont il ne perçoit que des bribes confuses. Mais les voix s'élèvent, et soudain un combat s'engage dans un fracas de mobilier renversé. Chien Noir s'enfuit, l'épaule gauche ruisselante de sang. Sur le pas de l'auberge, son adversaire s'effondre. Frappé d'apoplexie, le vieux marin ne doit la vie qu'au docteur venu visiter le père Hawkins. C'est en saignant le malade qu'on découvre sur son bras de nombreux tatouages, dont un qui révèle son nom, Billy Jones, un fameux pirate. Très affaibli, le capitaine, qui nie s'appeler ainsi, est condamné à garder la chambre en s'abstenant, sur les très vives recommandations de Livesey, de consommer toute boisson alcoolisée. Chapitre 3. La tache noire.
Vers midi, chargé de boissons rafraîchissantes et de médicaments, je pénétrai chez le capitaine. Il se trouvait à peu près dans le même état, quoiqu'un peu ranimé, et il me parut à la fois faible et agité. « Jim, me dit-il, tu es le seul ici qui vaille quelque chose. Tu le sais. J'ai toujours été bon pour toi. Pas un mois ne s'est passé où tu n'aies reçu tes 10 sous. Et maintenant, camarade, tu vois comment je suis aplati et abandonné de tous. Dis, Jim, tu vas m'apporter un petit verre de rhum. Tout de suite. N'est-ce pas, camarade ? Le docteur, commençai-je, mais il éclata en malédiction contre le docteur d'une voix lasse, quoique passionnée. Les docteurs sont tous des sagouins, fit-il. Et celui-là, hein ? Qu'est-ce qu'il y connaît aux gens de mer ? Ce docteur est un idiot, je te dis. Si je ne bois pas un coup de rhum, Jim, je vais avoir des visions. J'en ai déjà. Je vois le vieux Flint dans ce coin-là, derrière toi. Je le vois aussi net qu'en peinture. Et si j'attrape des visions, comme ma vie a été orageuse, ce sera épouvantable. Ton docteur lui-même a dit qu'un verre ne me ferait pas de mal. Jim, je te paierai une guinée d'or pour une topette. Son agitation croissait toujours et cela m'inquiétait pour mon père, qui, étant au plus bas ce jour-là, avait besoin de repos. D'ailleurs, si la tentative de corruption m'offensait un peu, j'étais rassuré par les paroles du docteur, qui me rappelait le capitaine. « Je ne veux pas de votre argent, lui dis-je, sauf celui que vous devez à mon père. Vous aurez un verre, pas plus. » Quand je lui apportai, il le saisit avidement et l'absorba d'un trait. « Ah, ouais, fit-il, ça va un peu mieux, pour sûr. Et maintenant, camarade, ce docteur a-t-il dit combien de temps je resterai cloué ici, sur cette vieille paillasse ? Au moins une huitaine. Tonnerre, une huitaine ? Ce n'est pas possible. D'ici là, ils m'auront flanqué la tache noire. En ce moment même, ces ganaches sont en train de prendre le vent sur moi. Des feignants incapables de conserver ce qu'ils ont reçu et qui veulent flibuster la part d'autrui. Est-ce là une conduite digne d'un marin ? Je te le demande. Mais je suis économe dans l'âme, moi. Jamais je n'ai gaspillé ni perdu mon bon argent. Et je leur ferai encore la nique. Je n'ai pas peur d'eux. Je vais larguer un risque, camarade, et les distancer à nouveau. » Tout en parlant ainsi, il s'était levé de sa couche à grand-peine, en se tendant à mon épaule, qu'il serrait quasi à me faire crier, et mouvant ses jambes comme des masses inertes. La véhémence de ses paroles quant à leur signification contrastait amèrement avec la faiblesse de la voix qui les proférait. Une fois assis au bord du lit, il s'immobilisa. « Ce docteur m'a tué, balbutia-t-il. Mes oreilles teintes, recouche-moi. » Je n'eus pas le temps de l'assister qu'il retomba dans sa position première et resta silencieux 1 minute. « Jim, dit-il enfin, tu as vu ce marin tantôt ? Chien noir ? Oui, chien noir. C'en est un mauvais, mais ceux qui l'ont envoyé sont pires. Voilà. Si je ne parviens pas à m'en aller, et qu'ils me flanquent la tache noire, rappelle-toi qu'ils en veulent à mon vieux coffre de mer. Tu montes à cheval. Tu sais monter, hein ? Bon, donc tu montes à cheval. Et tu vas chez... Eh bien oui, tant pis pour eux. Chez ce sempiternel sagouin de docteur, oui. Lui dire de rassembler tout son monde, magistrats et le reste, et leur mettra le grappin dessus à l'amiral Benbow. Tout l'équipage du vieux Flint, petit et grand, tous ceux qu'il en reste. J'étais premier officier, moi. Premier officier du vieux Flint. Et je suis le seul qui connaisse l'endroit. Il m'a livré le secret à Savannah, sur son lit de mort, à peu près comme je pourrais faire à présent. Vois-tu ? Mais il ne te faut les livrer que s'il me flanque la tache noire, ou si tu vois encore ce chien noir, ou bien un homme de mer à une jambe. Jim, celui-là surtout. Mais qu'est-ce que c'est que cette tache noire, capitaine ? C'est un avertissement, camarade. Je t'expliquerai s'ils en viennent là. Mais continue à ouvrir l'œil, Jim, et je partagerai avec toi à égalité, parole d'honneur. Il divaguait encore un peu, d'une voix qui s'affaiblissait, mais je lui donnai sa potion. Il la prit docile comme un enfant,
Et il fit la remarque que si jamais un marin avait eu besoin de drogue, c'était bien lui. Après quoi il tomba dans un sommeil profond, comme une syncope, où je le laissai. Qu'aurais-je fait si tout s'était normalement passé? Je l'ignore. Il est probable que j'aurais tout raconté au docteur, car je craignais terriblement que le capitaine se repentît de ses aveux et se débarrassât de moi. Mais il advint que mon pauvre père mourut cette nuit-là, fort à l'improviste, ce qui me fit négliger tout autre souci. Notre légitime désolation, les visites des voisins, les apprêts des funérailles et tout le travail de l'auberge à soutenir entre-temps m'accaparèrent si bien que j'eusse à peine le loisir de songer au capitaine, et moins encore d'avoir peur de lui. Il descendit le lendemain matin, à vrai dire, et prit ses repas comme d'habitude. Il mangea peu, mais but du rhum, je le crains, plus qu'à l'ordinaire, car il se servit lui-même au comptoir, l'air farouche, et soufflant par le nez, sans que personne n'osât s'y opposer. Le soir qui précéda l'enterrement, il était plus ivre que jamais, et cela scandalisait dans cette maison en deuil de l'ouïr chanter son sinistre vieux refrain de mer. Mais en dépit de sa faiblesse, il nous inspirait à tous une crainte mortelle, et le docteur, appelé subitement auprès d'un malade qui habitait à plusieurs milles, resta éloigné de chez nous après le décès de mon père. Je viens de dire que le capitaine était faible. En réalité, il paraissait s'affaiblir au lieu de reprendre des forces. Il grimpait et descendait l'escalier, allait et venait de la salle à l'estaminet, et réciproquement, et parfois mettait le nez au dehors pour humer l'air salin. Mais il marchait en se tenant au mur et respirait vite et avec force, comme on fait en escaladant une montagne. Pas une fois il ne me parla en particulier, et je suis persuadé qu'il avait quasi oublié ses confidences. Mais son humeur était plus instable, et en dépit de sa faiblesse corporelle, plus agressif que jamais. Lorsqu'il avait bu, il prenait la manie inquiétante de tirer son coutelas et de garder la lame à sa portée sur sa table. Mais tout compte fait, il se souciait moins des gens et avait l'air plongé dans ses pensées et à demi absent. Une fois, par exemple, à notre grande surprise, il entonna un air nouveau, une sorte de rustique chanson d'amour qu'il avait dû connaître tout jeune avant de naviguer. Ainsi allèrent les choses jusqu'au lendemain de l'enterrement. Vers les 3 heures, par un après-midi âpre, de brume glacée, je m'étais mis sur le seuil une minute, songeant tristement à mon père. Lorsque je vis sur la route un individu qui s'approchait avec lenteur. Il était à coup sûr aveugle, car il tapotait devant lui avec son bâton et portait sur les yeux et le nez une grande visière verte. Il était courbé par les ans ou par la fatigue. Et son vaste caban de marin, tout loqueteux, le faisait paraître vraiment difforme. De ma vie, je n'ai vu plus sinistre personnage. Un peu avant l'auberge, il fit halter, élevant la voix sur un ton de mélopée bizarre, interpella le vide devant lui. Un ami compatissant voudrait-il indiquer à un pauvre aveugle qui a perdu le don précieux de la vue en défendant son cher pays natal, l'Angleterre, et le roi George, que Dieu bénisse? Où et en quel lieu de ce pays il peut bien se trouver présentement? Vous êtes à l'amiral Benbow, crique du Mont-Noir, mon brave homme, lui répondis-je. J'entends une voix, reprit-il, une jeune voix. Voudriez-vous me donner la main, mon aimable jeune ami, et me faire entrer? Je lui tendis la main, et le hideux aveugle aux paroles mielleuses l'agrippa sur-le-champ, comme dans des tenailles. Tout effrayé, je voulus me dégager, mais l'aveugle, d'un simple effort, m'attira tout contre lui. Maintenant, petit, mène-moi auprès du capitaine. Monsieur, répliquai-je sur ma parole, je vous jure que je n'ose pas. Ah, ricana-t-il, c'est comme ça. Mène-moi tout de suite à l'intérieur ou sinon je te casse le bras. Et tout en parlant, il me le tordit si fort que je poussai un cri. Monsieur, repris-je, c'est pour vous ce que j'en dis. Le capitaine n'est pas comme d'habitude, il a toujours le coutelas tiré. Un autre monsieur... Allons, voyons, marche, interrompit-il. Jamais je n'ouïs voix plus froidement cruelle et odieuse que cette aveugle. Elle m'intimida plus que la douleur, et je me mis aussitôt en devoir de lui obéir.
Je franchis le seuil et me dirigeai droit vers la salle où se tenait abruti de Rome, notre vieux Forban malade. L'aveugle me serrant dans sa poigne de fer m'attachait à lui et s'appuyait sur moi presque à me faire succomber. Mène-moi directement à lui, et dès que je serai en sa présence, crie « Bill, voici un ami pour vous. Si tu ne fais pas ça, moi je te ferai ceci. » Et il m'infligea une saccade dont je pensais m'évanouir. Dans cette alternative, mon absolue terreur du mendiant aveugle me fit oublier ma peur du capitaine. J'ouvris la porte de la salle et criai d'une voix tremblante la phrase qui m'était dictée. Le pauvre capitaine leva les yeux. En un clin d'œil, son ivresse disparut, et il resta béant, dégrisé. Son visage exprimait, plus que l'effroi, un horrible dégoût. Il alla pour se lever, mais je crois qu'il n'en aurait plus eu la force. « Non, Bill, » dit le mendiant, « reste assis là. N'y vois point, mais j'entends remuer un doigt. Les affaires sont les affaires. Tends-moi ta main gauche. » Petit prend sa main gauche par le poignet et approche-la de ma droite. Nous lui obéîmes tous deux exactement, et je le vis faire passer quelque chose du creux de la main qui tenait son bâton entre les doigts du capitaine qui se refermèrent dessus instantanément. « Voilà qui est fait, » dit l'aveugle. À ces mots, il me lâcha soudain, et avec une dextérité et une prestesse incroyables, il déguerpit de la salle et gagna la route. Figé sur place, j'entendis décroître au loin le tapotement de son bâton. Il nous fallut plusieurs minutes, au capitaine et à moi, pour recouvrer nos esprits. À la fin, et presque simultanément, je laissai aller son poignet que je tenais toujours, et il retira la main pour jeter un bref coup d'œil dans sa paume. « À 10 heures, s'écria-t-il. Cela me donne 6 heures. Nous pouvons encore les flibuster. » Il se leva d'un bond, mais au même instant, pris de vertige, il porta la main à sa gorge, vacilla une minute, puis avec un râle étrange, s'abattit de son haut, la face contre terre. Je courus à lui, tout en appelant ma mère, mais notre empressement fut vain. Frappé d'apoplexie foudroyante, le capitaine avait succombé. Chose singulière à dire, bien que sur la fin il éveilla ma pitié, jamais, certes, je ne l'avais aimé, pourtant, dès que je le vis mort, j'éclatai en sanglots. C'était le second décès que je voyais, et le chagrin dû au premier était encore tout frais dans mon cœur. Chapitre 4. Le coffre de mer. Sans perdre un instant, je racontai alors à ma mère tout ce que je savais, comme j'aurais peut-être dû le faire depuis longtemps. Nous vîmes d'emblée le péril et la difficulté de notre situation. L'argent du capitaine, s'il en avait, nous était bien dû en partie. Mais quelle apparence y avait-il que les complices de notre homme et surtout les 2 échantillons que j'en connaissais, Chien Noir et le mendiant aveugle, fussent disposés à lâcher leur butin pour régler les dettes du défunt. Or, si je suivais les instructions du capitaine et allais aussitôt prévenir le docteur Livesey, je laissais ma mère seule et sans défense. Je n'y pouvais donc songer. D'ailleurs, nous nous sentions tous deux incapables de rester beaucoup plus longtemps dans la maison. Les charbons qui s'éboulaient dans le fourneau de la cuisine et jusqu'au tic-tac de l'horloge nous pénétraient de crainte. Le voisinage s'emplissait pour nous de bruits de pas imaginaires. Et placé entre le cadavre du capitaine gisant sur le carreau de la salle et la pensée de l'infâme mendiant aveugle rôdant aux environs et prêt à réapparaître, il y avait des moments où, comme on dit, je tremblais dans mes culottes de terreur. Il nous fallait prendre une décision immédiate. Finalement, l'idée nous vint de partir tous les 2 chercher du secours au hameau voisin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Sans même nous couvrir la tête, nous nous élançâmes dans le soir tombant et le brouillard glacé. Le hameau n'était qu'à quelques centoises, mais caché à la vue, de l'autre côté de la crique voisine. Et ce qui me rassurait beaucoup, il se trouvait dans la direction opposée à celle par où l'aveugle avait fait son apparition, et par où il s'en était apparemment retourné. Le trajet fut très court, et cependant, nous nous arrêtâmes plusieurs fois pour prêter l'oreille. Mais on n'entendait aucun bruit suspect, rien que le léger clapotis du ressac et le croassement des corbeaux dans le bois. Les chandelles s'allumaient quand nous atteignîmes le hameau, et jamais je n'oublierai mon soulagement à voir leur jaune clarté aux portes et aux fenêtres. Mais ce fut là, tout compte fait, le meilleur de l'assistance que nous obtîmes de ce côté.
car, soit dit à la honte de ces gens, personne ne consentit à nous accompagner jusqu'à l'amiral Benbow. Plus nous leur disions nos ennuis, plus ils se cramponnaient, hommes et femmes et enfants, à l'abri de leur maison. Le nom du capitaine Flint, inconnu de moi mais familier à beaucoup d'entre eux, répandait la terreur. Des hommes qui avaient travaillé au champ, plus loin que l'amiral Benbow, se souvenaient aussi d'avoir vu sur la route plusieurs étrangers dont ils s'étaient écartés, les prenant pour des contrebandiers, et l'un ou l'autre avait vu un petit chasse-marée à l'abri dans ce que nous appelions la cale de Kit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.